Pendant que j'étais en vacances, ma mère a vendu ma maison pour payer les dettes de 21 400 € de ma sœur. Quand je suis revenu, elles se sont moquées de moi. Maintenant, tu es sans abri. J'ai juste souri. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, ont-elles lancé, irritées. J'ai répondu que la maison qu'elles avaient vendue était en fait. Je me souviens encore du moment exact où mon téléphone a vibré avec ce SMS de ma mère. Je me tenais sur une plage au Costa Rica, regardant le coucher de soleil peindre le ciel de nuances d'orange et de rose, me sentant véritablement détendu pour la première fois depuis des années. Le message était simple, gère la situation de Madison. Appelle-moi quand tu rentres. Madison, ma sœur cadette de 3 ans. L'enfant chéri qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de notre mère, malgré le sillage de catastrophes financières qu'elle laissait partout où elle passait. J'aurais dû appeler immédiatement. Quelque chose dans mes tripes me disait de tout laisser tomber et de prendre le prochain vol pour Chicago. Au lieu de cela, je me suis convaincu que je devenais paranoïaque. Il me restait 4 jours de vacances, et j'avais désespérément besoin de cette pause. Après avoir travaillé des semaines de 70 heures au cours des 8 derniers mois pour conclure une affaire majeure dans mon cabinet de conseil, le vol de retour m'a semblé plus long que d'habitude. Je ne cessais de repasser ce SMS dans mon esprit, analysant chaque mot. Ma mère, Patricia, avait toujours été critique lorsqu'il s'agissait de couvrir les bêtises de Madison. Au fil des années, je l'avais vu renflouer ma sœur de dettes de cartes de crédit, de prêts automobiles qu'elle ne pouvait pas se permettre, et même d'une entreprise commerciale ratée qui avait coûté à notre mère près de 30 000 €. Mais là, c'était différent. J'ai atterri à O'Hare un mardi soir, épuisé et en décalage horaire. Mon appartement était à Lincoln Park, mais j'ai décidé de passer d'abord par la maison. Pas ma maison d'enfance où vivait toujours maman, mais la propriété d'investissement que j'avais achetée il y a 3 ans à Wicker Park. C'était une magnifique maison victorienne que j'avais rénovée moi-même, y passant mes week-ends et mes soirées, la transformant d'une ruine en quelque chose de vraiment spécial. La propriété valait au moins 600 000 € selon les ventes comparables récentes dans le quartier. Je la louais à un couple charmant, Tom et Angela, utilisant ses revenus pour alimenter mon fonds de retraite. Le soleil se couchait alors que je me garais le long du trottoir. Quelque chose a semblé clocher immédiatement. Les rideaux étaient différents. Le petit jardin que j'entretenais soigneusement avait été déterré et remplacé par du paillis bon marché. Un minivan que je ne reconnaissais pas était garé dans l'allée. Mes mains ont commencé à trembler alors que je montais les marches du perron. Avant que je puisse frapper, la porte s'est ouverte. Un homme dans la quarantaine m'a regardé avec confusion. « Je peux vous aider ?» a-t-il demandé, bloquant l'entrée avec son corps. « Je suis désolé. Je pense qu'il y a eu une erreur, ai-je réussi à dire. Je suis propriétaire de cette maison. Je suis la propriétaire. Êtes-vous? Où sont Tom et Angela? » L'expression de l'homme est passée de la confusion à quelque chose ressemblant à de la pitié. « Madame, je ne sais pas qui sont Tom et Angela, mais nous avons acheté cette maison il y a 3 semaines. On a signé et tout. On a payé 580 000 €. Vous devriez vérifier vos dossiers. » Le monde a basculé. J'ai marmonné des excuses et j'ai trébuché jusqu'à ma voiture, mon cœur martelant si fort que je pensais qu'il allait traverser ma cage thoracique. Mon téléphone était déjà dans ma main, composant le numéro de ma mère. Elle a répondu à la 3e sonnerie. « Oh, chérie, tu es rentrée. C'était comment le Costa Rica? » Maman, ma voix est sortie étranglée. « Qu'est-ce que tu as fait? » Une pause, puis ce ton faussement décontracté qu'elle utilisait quand elle savait qu'elle avait franchi la ligne. « Je ne vois pas de quoi tu parles, ma puce. La maison, mon investissement locatif. Il y a des étrangers qui vivent dedans et qui disent l'avoir acheté. » Une autre pause, plus longue cette fois. « Oh, ça. Eh bien, Fiona, tu dois comprendre, Madison avait de gros ennuis. Le genre d'ennuis qui ne disparaissent pas tout seuls. » Je me suis garé sur un parking, mes mains tremblant trop pour conduire en toute sécurité. Quel genre d'ennui? Elle devait de l'argent à des gens. Beaucoup d'argent. 21 400 € pour être exact. Elle avait contracté des prêts, maxé des cartes de crédit, fait de mauvais investissements. Les créanciers menaçaient d'engager des poursuites judiciaires. Elle aurait pu aller en prison. Ma sœur n'avait jamais été financièrement responsable, mais là, c'était au-delà de tout ce que j'avais imaginé.
Et tu as décidé de vendre ma maison pour régler son problème sans même me le dire? Maman, cette maison vaut plus d'un demi-million d'euros. Je sais, ma chérie. Nous en avons tiré 580 000 euros. Après avoir payé les dettes de Madison et les divers frais, il reste encore de l'argent. J'allais te donner ta part à ton retour. Tu étais en vacances. Je ne voulais pas gâcher ton voyage. Et puis, tu as un bon travail. Tu vas t'en remettre. Madison n'a pas tes avantages. Elle avait besoin d'aide tout de suite. Comment as-tu même? Je me suis arrêté, la réalisation me frappant, la procuration. Des années auparavant, lorsque j'avais acheté la propriété, j'avais donné procuration à ma mère pour les urgences. Je voyageais fréquemment pour le travail, et il semblait pratique d'avoir quelqu'un qui pourrait gérer les choses si j'étais injoignable. Je lui faisais confiance. Cette confiance me donnait maintenant l'impression d'avoir du verre brisé dans l'estomac. J'ai fait ce que je devais faire pour protéger cette famille, a dit maman, sa voix prenant ce ton vertueux que je connaissais si bien. Tu as toujours été la forte, Fiona. Madison a besoin de plus de soutien. Tu peux sûrement comprendre ça. J'ai raccroché sans un autre mot. Tout mon corps était engourdi alors que je restais assise dans ce parking, regardant le ciel s'assombrir. 3 ans de paiements hypothécaires. D'innombrables heures de travaux de rénovation. Toute ma stratégie d'investissement pour une retraite anticipée, partie en fumée. Vendue pour payer l'irresponsabilité de ma sœur. Mais quelque chose me tracassait. Quelque chose d'important. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à faire défiler mon dossier de documents, cherchant la paperasse d'il y a 6 mois. Mes mains tremblaient, mais plus entièrement de colère. Ils étaient là, les documents de formation de la LLC, l'acte de transfert de propriété, tous datés et notariés depuis avril. Une froide clarté s'est installée en moi. Je savais exactement ce qui s'était passé, et plus important encore, je savais que c'était totalement illégal. Le lendemain matin, j'ai rencontré mon avocate avant de faire quoi que ce soit d'autre. Brenda Kowalski s'était occupée de la création de la LLC pour moi, et j'avais besoin qu'elle confirme ce que je soupçonnais. Brenda, ai-je dit, ma mère vient de vendre ma propriété de Wicker Park sans que je le sache ni ne donne mon accord. Les yeux de Brenda se sont écarquillés. Celle que nous avons transférée à Foster Property LLC? Celle-là même. Elle a utilisé une vieille procuration que je lui avais donnée il y a des années. L'expression de Brenda est passée du choc à quelque chose de prédateur. Fiona, cette vente est nulle. Complètement nulle et non avenue. Ta mère n'avait aucune autorité légale pour vendre une propriété appartenant à la LLC. Ce n'est pas comme ça que fonctionnent les entités corporatives. La procuration qu'elle avait été pour toi en tant qu'individu, pas pour la société. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Maintenant, nous déposons une plainte à la police pour fraude immobilière, nous contactons la compagnie de titres pour les informer de la vente invalide, et nous entamons des procédures pour annuler la transaction. C'est grave, Fiona. Ta mère a commis un crime. Après la réunion avec Brenda, je suis restée assise dans ma voiture pendant un long moment, traitant tout cela. Puis j'ai conduit jusqu'à chez ma mère, armée de la connaissance exacte de ce qu'elle avait fait et d'à quel point c'était illégal. Maman a ouvert la porte en peignoir, une tasse de café à la main. Fiona, tu as une mine affreuse. Entre. Laisse-moi te préparer un petit déjeuner. Madison était là aussi, affalée sur le canapé du salon, faisant défiler son téléphone. Elle a levé les yeux quand je suis entré, un sourire en coin jouant sur ses lèvres. J'ai entendu dire que tu as eu une petite surprise en rentrant, a dit Madison, ne prenant même pas la peine de cacher son amusement. Je l'ai fixé, je l'ai vraiment regardé, sac à main de créateur jeté négligemment sur le sol, nouvel iPhone à la main, manucure fraîche. Elle ne ressemblait pas à quelqu'un qui venait de se noyer dans les dettes. Elle avait l'air à l'aise, suffisante même. Tu trouves ça drôle, ai-je demandé doucement. Je pense que c'est le karma, a répliqué Madison en s'asseyant. Tu as toujours agi comme si tu valais tellement mieux que tout le monde. Mademoiselle parfaite avec son boulot chic et ses propriétés d'investissement. Peut-être que cela t'apprendra un peu d'humilité. L'humilité, ai-je dit. Madison, c'était ma maison, mon investissement, mon avenir. Elle a levé les yeux au ciel. Oh, s'il te plaît. Tu t'en sortiras. Tu gagnes quoi? 6 chiffres?
Tu peux acheter une autre maison. J'étais au bord de la faillite. Maman a fait ce qu'elle devait faire pour m'aider. Peut-être que si tu avais été là davantage au lieu de jouer les gessetteuses au Costa Rica, tu aurais pu aider aussi. L'attitude de tout mes dieux dans sa voix a fait craquer quelque chose en moi. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, chaque chose. Pendant que tu sautais d'un plan raté à un autre, t'attendant à ce que maman nettoie tes dégâts, je construisais une vie, une carrière, une sécurité financière. Et maintenant, tu en ris. Madison a ri. Elle a vraiment ri. Comment ça se passe pour toi, cette sécurité, maintenant? Ma mère est entrée de la cuisine, posant une assiette de toast. Madison, ça suffit. Maintenant, tu es sans abri, a répété Madison, s'amusant clairement. Son rire avait ce côté cruel, et je pouvais voir notre mère essayer de ne pas sourire aussi. Quelque chose dans leurs expressions m'a fait m'arrêter, prendre une respiration. Et malgré tout, malgré la rage et la trahison brûlant dans mes veines, j'ai souri. Ce n'était pas un sourire joyeux. C'était le sourire de quelqu'un qui sait quelque chose que les autres personnes dans la pièce ignorent. Le sourire de quelqu'un qui vient de réaliser que parfois, l'univers vous tend exactement l'arme dont vous avez besoin. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle, a lancé Madison, son irritation évidente. L'assurance dans sa voix a vacillé juste un peu. Maman a froncé les sourcils. Fiona, pourquoi souris-tu comme ça? Je les ai regardées toutes les deux. Ces deux personnes qui partageaient mon sang mais ne ressentaient clairement aucune loyauté envers moi. La maison que vous avez vendue, ai-je dit. Celle dont vous êtes si fier de vous être servi pour renflouer Madison. Quoi à son propos, a demandé maman, sa voix prenant un ton défensif. Elle n'était plus à moi. La confusion sur leur visage valait presque la douleur des dernières 24 heures. Presque. De quoi tu parles, a exigé Madison. Maman a vendu ta maison pour payer mes dettes. C'est tout le sujet. Il y a 6 mois, ai-je dit, j'ai transféré la propriété de ce bien à une LLC, une société à responsabilité limitée que j'ai créée spécifiquement pour mes investissements immobiliers. Je prévoyais d'élargir mon portefeuille, et mon conseiller financier m'a recommandé de créer une entité corporative pour la protection de la responsabilité et pour des raisons fiscales. J'ai vu la couleur quitter le visage de ma mère. Mais la procuration. A commencé maman. La procuration que tu avais été pour moi personnellement. Fiona Foster, individu. Elle n'avait aucune autorité sur Foster Property LLC. Aucune. Le silence dans cette pièce était assourdissant. Je pouvais pratiquement entendre les engrenages tourner dans leur tête alors qu'elles essayaient de traiter ce que je venais de leur dire. Madison a retrouvé sa voix en premier. Mais la maison est vendue. Il y a des gens qui y vivent. La compagnie de titres a tout traité. La compagnie de titres a commis une erreur catastrophique, ai-je dit. Voici ce qui s'est passé, quand maman a présenté la procuration et signé les documents, elle s'est inscrite comme agissant en mon nom. La compagnie de titres aurait dû effectuer une recherche de titres approfondie, ce qui aurait montré que la propriété appartenait à une LLC, et non à moi personnellement. Mais quelque part dans le processus, quelqu'un a été paresseux ou incompétent. Peut-être ont-ils vu mon nom associé à la propriété sur d'anciens dossiers avant le transfert. Peut-être que maman a délibérément obscurci la propriété de la LLC. Quoi qu'il en soit, ils ont traité une vente frauduleuse. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré la trace des documents. J'ai transféré la propriété à Foster Property LLC il y a 6 mois. Tout est correctement enregistré auprès du comté. Chaque document est tamponné et légal. Lorsque j'ai fait ce transfert, j'ai spécifiquement révoqué toutes les procurations précédentes liées à cette propriété, et je me suis assuré que moi seul, en tant qu'agent enregistré de la LLC, pouvais prendre des décisions à son sujet. J'ai même envoyé à maman une lettre recommandée l'informant du changement, qu'elle a signé en mai. Le visage de maman est devenu gris. Je ne me souviens d'aucune lettre. J'ai la confirmation de signature, ai-je dit d'un ton égal. Tu l'as reçue. Tu ne l'as juste pas lu, ou tu l'as ignoré. Le fait est que la vente était frauduleuse dès le départ. Tu n'avais aucune autorité. La compagnie de titres a échoué dans sa diligence raisonnable et maintenant, toutes les personnes impliquées sont responsables. Ma mère s'est effondrée sur la chaise la plus proche. Non. Non. La compagnie de titres a tout géré. Ils ont vérifié la propriété.
Ils ont vérifié ce que leurs documents leur montraient, et quelqu'un a soit fait une erreur, soit tu as délibérément déformé la structure de propriété, ai-je dit. Dans tous les cas, la vente est nulle. Les acheteurs vont perdre tout ce qu'ils ont mis là-dedans. Et oui, maman, tu as commis une fraude immobilière, ce qui est un crime. Madison a éclaté. C'est de la folie. Tu inventes tout ça pour nous faire peur. J'ai sorti mon téléphone et je leur ai montré les documents d'enregistrement de la LLC, les papiers de transfert de propriété, le reçu de la lettre recommandée, tout horodaté et notarié depuis 6 mois. J'ai déjà rencontré mon avocate ce matin, ai-je dit. Nous déposons des plaintes formelles auprès de la compagnie de titres et du bureau d'enregistrement du comté. Le rapport de police vient ensuite, pour fraude et vol. Mais nous ne savions pas, a pleuré maman. Je pensais aider Madison. Je pensais que c'était légal. Tu as été notifié, ai-je dit. Et même si tu ne l'avais pas été, la recherche de titres aurait dû le détecter. Quelqu'un dans cette compagnie de titres va perdre son emploi à cause de ça, et la compagnie va faire face à une responsabilité massive. Le visage de Madison était devenu pâle. Attends, tu as dit. L'argent qui a payé mes dettes. Il doit être rendu? Il le doit, ai-je dit. Chaque centime, parce qu'il a été obtenu par fraude. Les créanciers ont déjà été contactés par mon avocate. Une fois la vente annulée, et elle le sera, ces paiements deviendront invalides. Tes créanciers vont revenir vers toi. De plus, selon la façon dont le procureur verra ton implication, tu pourrais aussi faire face à des accusations, puisque tu as bénéficié de la fraude. Je ne savais rien de la LLC, a hurlé Madison. Maman a tout géré. Pratique, ai-je dit froidement. Mais voici le truc avec le fait de bénéficier d'une fraude, Madison, les tribunaux ne se soucient pas vraiment de savoir si tu savais que l'argent avait été obtenu illégalement. Tu l'as accepté. Tu l'as utilisé pour payer tes dettes. Cela crée une responsabilité. Ma mère pleurait maintenant. De grands sanglots. Fiona, s'il te plaît. Je suis ta mère. J'ai fait une erreur. Tu ne peux pas faire ça à la famille. Pendant des années, j'avais écouté cette même culpabilisation. La famille signifiait fermer les yeux sur les échecs constants de Madison. La famille signifiait l'autoriser, la renflouer, sacrifier mon propre bien-être pour le sien. La famille signifiait que j'étais censé être la forte, la responsable, celle qui donnait, donnait et donnait encore, tandis que Madison prenait, prenait et prenait encore. Tu as raison, ai-je dit doucement. Je ne peux pas infliger ça à la famille, mais toi, tu l'as déjà fait. Je me suis levé, me préparant à partir. Il y avait tellement plus à dire, mais à quoi bon? Elle ne comprendrait jamais. Dans leur esprit, j'étais la méchante pour ne pas simplement accepter le vol de ma propriété, pour ne pas absorber tranquillement ce coup et continuer ma vie. Attends, a dit Madison, et quelque chose dans sa voix était différent. Désespéré. Qu'est-ce qu'il se passe maintenant? Je me suis tourné pour la regarder. Maintenant? Maintenant, tu vas expérimenter ce que ça fait de faire réellement face aux conséquences. Les acheteurs portent plainte, ai-je continué. Leurs avocats vont s'en prendre à toutes les personnes impliquées. La compagnie de titres intentera probablement un procès pour récupérer ses pertes. Les créanciers reviendront vers toi pour l'argent qui doit être restitué. Et selon la façon dont le bureau du procureur gérera le cas de maman, elle pourrait faire face à des accusations criminelles. Des accusations criminelles, a chuchoté maman. Je pourrais aller en prison. La fraude immobilière peut entraîner une peine allant jusqu'à 10 ans dans l'Illinois, ai-je dit, bien que les délinquants primaires obtiennent souvent moins, surtout s'ils procèdent à une restitution. Mais oui, la prison est une possibilité. Le poids de tout cela a semblé s'abattre sur elle simultanément. Madison a commencé à pleurer. Maman avait l'air d'être sur le point de vomir. Il y a une autre chose que vous devez savoir, ai-je ajouté. La propriété n'était pas mon seul actif. Ce n'était même pas mon plus précieux. J'ai un portefeuille de retraite d'une valeur de plus de 400 000 euros. J'ai des stocks options de mon entreprise d'une valeur de 100 000 euros supplémentaires. Je suis propriétaire de mon condo à Lincoln Park sans crédit. Je ne suis pas sans abri et je ne suis pas indigente. Je vais bien. J'allais toujours bien aller. J'ai laissé ça pénétrer un instant avant de continuer.
Mais vous avez essayé de me détruire pour sauver Madison. Vous avez commis une fraude. Vous m'avez volé et vous vous êtes moqué de moi pour ça. Vous avez réellement ri à l'idée que je sois sans abri. On ne le pensait pas comme ça, a commencé maman, mais j'ai levé la main. Garde tes explications. J'ai une réunion avec mon avocate cet après-midi pour discuter des prochaines étapes. Vous voudrez probablement toutes les deux prendre vos propres avocats. De bons avocats. Je me suis dirigé vers la porte, puis j'ai fait une pause. Il y avait une chose de plus qu'elles avaient besoin d'entendre. Tu sais ce qui est le plus triste dans tout ça? Si tu m'avais juste demandé. Si tu avais été honnête sur la situation de Madison, j'aurais probablement aidé. Pas 200 000 euros, mais quelque chose, avec un plan de remboursement. De l'aide pour négocier avec les créanciers. Quelque chose. Mais tu ne m'as même pas donné cette chance. Tu as juste pris. Tu as volé. Et ensuite, tu t'en es vanté. Le visage de Madison s'est tordu de rage. Tu mens. Tu ne m'aurais jamais aidé. Tu m'as toujours prise de haut. Toujours jugé chaque erreur que je faisais. Est-ce ce que tu te racontes, ai-je demandé, sincèrement curieuse. Maintenant que je suis le problème, Madison? Je t'ai aidé à emménager dans 4 appartements différents. J'ai co-signé ton premier leasing de voiture, même si mon conseiller financier m'avait dit que c'était idiot. Je t'ai fait un chèque de 5 000 euros quand ton entreprise de boutique s'est effondrée. Je t'aide depuis des années, et tu n'as jamais dit merci une seule fois. Tu es juste revenu pour en avoir plus. Elle a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée. Même elle ne pouvait pas nier la vérité de ce que j'avais dit. Maman, cependant, n'était pas prête à reculer. C'était de petites choses. Fiona, Madison avait besoin d'une aide réelle cette fois. Une aide vitale. Tu ne comprends pas la pression que je subissais. Vitale, ai-je répété platement. Maman, est-ce que quelqu'un menaçait réellement la vie de Madison? Ou était-ce juste une exagération dramatique? Le silence qui a suivi m'a tout dit. Les créanciers étaient agressifs, a finalement admis maman. Ils appelaient, envoyaient constamment des lettres. L'un d'eux a menacé de saisir son salaire. Donc, pas de danger physique réel, ai-je dit en secouant la tête. Juste des conséquences légales pour une dette qu'elle a contractée volontairement. Tu as commis un crime pour la sauver d'une saisie sur salaire. Tu entends à quel point ça sonne fou? Tu n'as pas d'enfant, a lancé maman. Tu ne comprends pas ce que c'est de voir son enfant souffrir et de se sentir impuissante. J'ai fait ce que n'importe quelle mère ferait. Non, ai-je dit fermement. Tu as fait ce qu'une mère qui encourage la dépendance ferait. Une bonne mère aurait laissé Madison faire face aux conséquences il y a des années, lui aurait appris la responsabilité financière au lieu de la renflouer à chaque fois. Tu n'as pas sauvé Madison. Tu as juste retardé l'inévitable et commis une fraude au passage. Madison s'est levée, ses mains serrées en poing. Sors. Sors de cette maison tout de suite. Avec plaisir, ai-je dit. Mais avant de partir, laisse-moi te peindre un tableau de ce qui arrive. Les acheteurs, un couple charmant nommé Robert et Jennifer Chen, ont 2 jeunes enfants. Ils ont utilisé toutes les économies de leur vie pour cet acompte. Jennifer est enceinte de leur 3e enfant. Ils pensaient acheter leur maison pour toujours. J'ai vu la couleur quitter le visage de Madison alors que la réalité des vraies victimes humaines commençait à pénétrer son égocentrisme. Ils vont tout perdre, ai-je continué. Leur acompte, leurs frais de clôture, leurs frais de déménagement, leur dignité, et ils vont être furieux. Leur avocat va s'en prendre à toutes les personnes impliquées avec tout ce qu'il a. Ce n'est pas juste un problème juridique abstrait. Vous avez blessé de vraies personnes, une vraie famille. Ce n'est pas notre faute, a protesté faiblement Madison. On ne savait pas qu'ils avaient des enfants. On ne savait pas. Vous ne saviez pas parce que vous ne vous souciez pas de savoir, ai-je dit. Vous avez vu un tas d'argent et vous l'avez pris. Peu importe d'où il venait ou à qui il appartenait. J'ai ramassé mon sac. Les chaînes ont déjà contacté un journaliste, d'ailleurs. Channel 7 est intéressé par l'histoire. Famille locale escroquée par une arnaque immobilière mère-fille. Ça sonne bien, tu ne trouves pas? Le visage de maman est devenu blanc. Non, Fiona, tu ne peux pas les laisser faire ça. La publicité nous détruirait. Je ne peux pas les laisser faire, ai-je dit.
Maman, je ne suis plus celle qui contrôle ça. Tu as ouvert cette porte. Tu as invité toutes ces conséquences à entrer. Les chaînes ont tout à fait le droit de raconter leur histoire, et je ne vais certainement pas les en empêcher. Qu'en est-il de la loyauté familiale, a exigé maman. Qu'en est-il de se protéger les uns les autres? Nous sommes censés rester soudés. Tu veux parler de loyauté? Ma voix est sortie plus froide que je ne l'avais prévu. Parlons de chaque anniversaire que tu as oublié parce que tu étais trop occupé à gérer la dernière crise de Madison. Parlons de ma remise de diplôme universitaire, que tu as manqué parce que Madison faisait une crise de panique à propos de sa facture de carte de crédit. Parlons de ma promotion au poste de consultante senior, que j'ai célébré seul parce que tu co-signais un autre prêt pour Madison. Où était la loyauté, à ce moment-là? La vérité flottait dans l'air entre nous, tranchante et coupante. La bouche de maman s'est ouverte et fermée, mais aucun son n'en est sorti. J'ai fini d'être la fille invisible, ai-je continué. J'ai fini de tout sacrifier pour que Madison puisse éviter les conséquences. Tu as fait ton choix quand tu as décidé de commettre une fraude plutôt que de la laisser faire face à ses propres erreurs. Maintenant, vous allez toutes les deux vivre avec ce qui vient ensuite. Le trajet de retour vers mon condo était surréaliste. Je m'attendais à ressentir quelque chose, de la satisfaction peut-être, ou un sentiment de revanche. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué, jusqu'au plus profond des os, épuisé. Mon avocate, Brenda Kowalski, était un requin en jupe crayon. Quand je lui ai expliqué la situation dans son bureau cet après-midi-là, ses yeux se sont illuminés d'une sorte d'enthousiasme qui m'a fait comprendre pourquoi elle n'avait jamais perdu un procès. C'est en fait assez simple, a-t-elle dit en se penchant en arrière dans son fauteuil. Ta mère a commis une fraude. Pas de doute. La vente était invalide dès le départ. Les acheteurs ont une réclamation, mais en fin de compte, ce n'est pas ton problème. La propriété est toujours légalement la tienne. Et pour les acheteurs, ai-je demandé. Ils sont innocents dans tout ça. Ils le sont, et c'est malheureux, a dit Brenda. Mais ils auront un recours légal contre ta mère, la compagnie de titres, et potentiellement l'agent immobilier impliqué. Leur assurance titre devrait couvrir une partie de leurs pertes. Quant à toi, nous allons déposer une demande pour faire annuler la vente, récupérer la propriété, et poursuivre ta mère au pénal. Et Madison, ai-je demandé. Le sourire de Brenda était tranchant. Ta sœur a accepté des fonds obtenus par fraude. Elle devra les rendre, ce qui signifie que ses créanciers peuvent revenir vers elle. Si elle ne peut pas payer, elle fera face à la faillite qu'elle essayait d'éviter. C'est poétique, vraiment. Au cours des semaines suivantes, la machine judiciaire s'est mise en marche. Les acheteurs étaient effectivement furieux, mais leur colère était dirigée là où elle devait l'être, vers ma mère et la compagnie de titres. Ils ont porté plainte immédiatement. J'ai rencontré les chaînes au bureau de leur avocat. C'était l'une des réunions les plus difficiles de ma vie. Jennifer Chen était visiblement enceinte, sa main posée de manière protectrice sur son ventre. Robert tenait leur fille de 2 ans, tandis que leur fils de 5 ans était assis tranquillement, sentant la tension. Mademoiselle Foster, a commencé Robert, sa voix soigneusement contrôlée. Nous voulons que vous sachiez que nous ne vous blâmons pas pour ce qui s'est passé. Nous savons que c'est votre mère qui nous a escroqués. Mais nous avons tout perdu, a ajouté Jennifer. Nous avons mis 116 000 €, 20% d'acompte, plus les frais de clôture, les frais d'inspection, les frais de déménagement. Près de 130 000 € au total. Toutes nos économies, disparues. J'ai dégluti difficilement. Je suis tellement désolé. Nous poursuivons toutes les personnes impliquées, a dit Robert. Mais nous voulions vous rencontrer face à face pour voir si vous faisiez partie de cette combine. Je ne l'étais pas, ai-je dit fermement. J'étais hors du pays. Je n'avais aucune idée que tout cela se passait. Les yeux de Jennifer se sont remplis de larmes. Ça a dû être horrible. Ça l'a été, ai-je admis. Mais ce qui vous est arrivé est pire. Leur avocate, une femme vive nommée Diane Rothstein, s'est penchée en avant. L'assurance titre devrait couvrir la plupart de leurs pertes, mais il y a toujours la détresse émotionnelle, le bouleversement, l'abus de confiance. Nous demandons des dommages et intérêts substantiels. L'erreur de la compagnie de titres était flagrante. Ils auraient dû repérer la propriété de la LLC immédiatement. C'est la diligence raisonnable de base. Bien, ai-je dit, et je le pensais.
Ma mère doit comprendre tout l'impact de ce qu'elle a fait, et cette compagnie de titres doit être tenue responsable de sa négligence. Ils n'avaient qu'un seul travail, s'assurer que le vendeur possédait réellement la propriété. Ils ont échoué de manière spectaculaire. Diane a hoché la tête. Nous construisons déjà le dossier. La compagnie de titres panique. Ils savent qu'ils sont responsables. Nous attendons une offre de règlement bientôt, mais nous sommes prêts à aller au procès si nécessaire. Après cette réunion, j'ai conduit dans Chicago pendant des heures, pas prête à rentrer chez moi. Je me suis retrouvé devant ma maison d'enfance à Park Ridge, celle que nous avions quittée quand j'avais 15 ans. Elle semblait plus petite que dans mes souvenirs, l'arbre dans la cour avant était devenu énorme. J'ai pensé à la mère que j'avais à l'époque, celle qui venait à mes matchs de football et m'aidait avec mes devoirs, celle qui croyait en moi, m'encourageait. Quand cette mère avait-elle disparu? Quand avait-elle été remplacée par cette femme qui ne voyait en moi qu'une ressource à exploiter? Le changement avait été progressif. Cela avait commencé quand Madison avait abandonné l'université en 2e année, invoquant des problèmes de santé mentale qui n'ont jamais été officiellement diagnostiqués. Maman était immédiatement passée en mode protection, traitant Madison comme du verre fragile qui pouvait se briser à tout moment. Chaque fois que j'accomplissais quelque chose, c'était minimisé ou ignoré parce que Madison était en crise. J'étais admise à Northwestern? C'est bien, chérie, mais Madison a besoin d'aide pour déménager de l'appartement de son ex. Sur la liste du doyen? Super, ma puce. Peux-tu prêter de l'argent à Madison pour le loyer? J'ai décroché le job de mes rêves? Merveilleux, ma chérie. Mais la voiture de Madison est tombée en panne et elle a besoin qu'on la conduise au travail le mois prochain. Le schéma était si insidieux que je l'avais à peine remarqué se mettre en place. J'avais juste accepté que le fait d'être la fille qui réussit signifiait être invisible. Mes victoires étaient attendues. Les désastres de Madison exigeaient de l'attention. Mon téléphone a sonné, me sortant de ma rêverie. C'était Brenda. Fiona, nous avons du nouveau. L'avocat de ta mère a appelé. Ils veulent négocier. Négocier quoi, ai-je demandé. Les faits ne sont pas contestés. Ils veulent savoir si tu serais prête à abandonner les charges criminelles en échange d'un règlement civil. Ta mère te paierait une restitution, accepterait de ne plus jamais te contacter, et accepterait l'entière responsabilité financière du procès. J'ai pensé à maman allant potentiellement en prison, portant une combinaison orange, se faisant prendre ses empreintes digitales et photographiées. Une partie de moi ressentait une satisfaction sauvage à cette image, mais une autre partie, la fille qui se souvenait encore d'être bordée au lit et à qui on lisait des histoires, se sentait malade. Que recommanderais-tu, ai-je demandé. Honnêtement, va au procès, a dit Brenda. Elle a commis un crime grave et devrait faire face à des conséquences graves. Mais je comprends aussi si tu ne veux pas voir ta mère derrière les barreaux. Ce n'est pas une décision juridique. C'est une décision personnelle. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Le reste de la journée a été un flou de réunions et d'appels téléphoniques, mais mon esprit revenait sans cesse à cette question. Est-ce que je voulais voir ma mère en prison? Ce soir-là, j'ai appelé ma meilleure amie de l'université, Rebecca. Elle avait été là à travers tout ça, témoin des années de dysfonctionnement de ma famille. Qu'est-ce que tes tripes te disent, a demandé Rebecca après que je lui ai expliqué la situation. Que je veux qu'elle ait mal comme elle m'a fait mal, ai-je admis. Mais aussi qu'envoyer ma mère de 62 ans en prison pourrait me détruire plus que cela ne la détruit elle. Et pour Madison, a demandé Rebecca. Qu'est-ce qu'elle veut? J'ai ri amèrement. Madison veut que je fasse tout disparaître. Elle m'a envoyé 17 textos aujourd'hui me suppliant de tout laisser tomber. Elle dit que maman fait des crises de panique, ne dort pas, perd du poids. Elle dit que je suis en train de la tuer. Manipulation classique, a dit Rebecca, te rendre responsable des conséquences qu'elles ont elles-mêmes provoquées. Je sais. Je le sais intellectuellement, mais émotionnellement, je me sens toujours comme la méchante. Fiona, écoute-moi, a dit fermement Rebecca. Tu n'es pas la méchante parce que tu refuses d'être un paillasson. Tu n'es pas la vilaine parce que tu veux justice. Elles t'ont volé. Elles se sont moquées de toi pour ça. Elles t'ont montré exactement à quel point elles te valorisaient peu. Souviens-toi de ça. Après avoir raccroché, je me suis versé un verre de vin et je me suis assise sur mon balcon, regardant les lumières de la ville scintiller au loin.
Chicago avait été bonne pour moi. J'avais construit une vie ici, une carrière, un sens de soi, séparé du dysfonctionnement de ma famille. Est-ce que je voulais vraiment me lier à leur désastre pour des mois ou des années de procédure pénale? Le lendemain matin, j'ai appelé Brenda et j'ai organisé une réunion avec l'avocat de ma mère. Je veux entendre ce qu'il propose. La négociation a été brutale. Nous nous sommes rencontrés dans une salle de conférence au cabinet de Brenda, une tour de verre et d'acier dans le lobe. L'avocat de ma mère, un homme nerveux nommé Paul Andry, a exposé leurs propositions. Madame Foster vous paiera 300 000 € de restitution, représentant une partie importante de la valeur de la propriété et de vos pertes. Elle acceptera l'entière responsabilité de son rôle dans la vente frauduleuse et coopérera pleinement avec le procès des chaînes. Elle acceptera une ordonnance de non-contact, ce qui signifie qu'elle ne pourra pas vous contacter pour quelque raison que ce soit, et elle renoncera à tout document de procuration restant ou à l'accès à vos informations. Et Madison, ai-je demandé. Paul s'est agité, mal à l'aise. Mademoiselle Madison Foster est prête à écrire des excuses formelles et à suivre un conseil financier. Elle maintient qu'elle n'avait aucune connaissance de la nature frauduleuse de la transaction. Ce n'est pas ce que disent les emails, a interjeté Brenda, faisant glisser des copies sur la table. Paul a pâli en les lisant. Je n'étais pas au courant de ces communications. Bien sûr que non, a dit sèchement Brenda. Parce que vos clientes vous ont menti tout comme elles ont menti à tout le monde. La réunion a dégénéré en un va-et-vient tendu. Paul s'est excusé 2 fois pour appeler maman. Quand il est revenu la 2e fois, il avait l'air vaincu. Madame Foster est prête à plaider coupable de fraude criminelle avec une recommandation de mise à l'épreuve au lieu d'une peine de prison. Elle paiera 400 000 € de restitution, 100 000 € à vous directement et 300 000 € sur un compte séquestre pour aider à régler les réclamations des chaînes au-delà de ce que l'assurance titre couvre. Madison déposera le bilan, chapitre 7, et acceptera de n'avoir aucun contact avec vous pendant un minimum de 5 ans. Elle demande, supplie vraiment, que vous n'insistiez pas pour la peine de prison. J'ai regardé Brenda. Elle m'a fait un léger signe de tête. C'était un bon accord. Mieux que ce à quoi je m'attendais. Une condition de plus, ai-je dit. Ma mère doit se lever au tribunal et admettre publiquement ce qu'elle a fait. Pas d'allocution où elle marmonne juste son accord aux charges. Je veux qu'elle explique en détail comment elle m'a escroqué, moi et les acheteurs. Je veux que ce soit acté. Paul a grimacé mais a hoché la tête. Je vais lui proposer. La compagnie de titres, réalisant qu'elle avait été dupée par des documents frauduleux, a lancé sa propre enquête. Il s'est avéré que maman avait falsifié plusieurs signatures et déformé le statut de propriété. Il n'était pas content. L'affaire pénale a avancé plus lentement, mais elle a avancé. Le bureau du procureur était intéressé, surtout une fois qu'ils ont vu la trace écrite. Ce n'était pas le cas d'une femme âgée confuse commettant une erreur honnête. Les emails entre maman et Madison montraient qu'elles avaient discuté du plan, débattu pour savoir si je remarquerais quelque chose, et finalement décidé de le faire de toute façon pendant que j'étais hors du pays. Ces emails étaient la preuve accablante. Madison avait écrit, elle est au Costa Rica jusqu'à mardi prochain. Si on fait vite, on peut avoir tout fini avant même qu'elle sache ce qui s'est passé. Maman avait répondu, bien pensé. La procuration devrait suffire. Elle ne vérifiera probablement même pas la propriété avant des semaines. Préméditation, complot. Le procureur en salivait presque. Je passais mes journées à travailler, essayant de maintenir une certaine normalité. Mes collègues du cabinet savaient que quelque chose n'allait pas, mais je restais vague sur les détails, problèmes familiaux suffisaient à satisfaire la curiosité de la plupart des gens. La nuit, cependant, je m'asseyais dans mon condo et je pensais à la façon dont tout s'était effondré. Maman appelait, constamment, laissant des messages vocaux qui allaient de l'apologie à la colère, en passant par le désespoir. Madison appelait aussi, bien que ces messages fussent principalement des accusations sur la façon dont je ruinais sa vie. L'ironie ne m'échappait pas. J'avais passé toute ma vie d'adulte à essayer d'être la responsable, celle qui faisait les choses bien, qui planifiait à l'avance et faisait des choix intelligents. Et d'une manière ou d'une autre, cela avait fait de moi la méchante dans leur histoire. 3 mois après mon retour du Costa Rica, la vente a été officiellement annulée. La propriété est revenue à Foster Property LLC, et j'étais à nouveau la propriétaire légitime avec un titre clair. La compagnie de titres a conclu un accord avec les chaînes qui couvraient le raconte, les frais de clôture et les frais de déménagement,
plus 5 000 € supplémentaires pour leurs troubles. La contribution de ma mère au compte séquestre a aidé à garantir qu'ils soient indemnisés intégralement. La compagnie de titres a également licencié 2 employés et mis en œuvre de nouvelles procédures de vérification pour éviter des erreurs similaires. Ma mère a accepté une négociation de peine, 3 ans de mise à l'épreuve, 500 heures de travaux d'intérêt général, une restitution complète comme convenu, pas de peine de prison, mais une condamnation pour crime à son casier judiciaire. Elle ne pourrait plus jamais voter, ne jamais posséder d'armes à feu, et ferait face à de sérieux obstacles dans de nombreux domaines de la vie. À 62 ans, elle était essentiellement déjà retraitée, vivant de l'assurance vie de papa et de la sécurité sociale, donc l'emploi n'était pas tant un problème que la stigmatisation et les restrictions le seraient. La situation de Madison était pire à certains égards. Lorsque les paiements frauduleux ont été annulés, ses créanciers sont revenus avec une vengeance. Elle a déposé le bilan, chapitre 7, ce qui a éliminé la plupart de la dette, mais a détruit son crédit pour des années. Les 21 400 € de dette ont été effacés, mais elle recommencerait de zéro absolu. Pas de carte de crédit, pas de prêt, pas de crédibilité financière. Elle a réussi à garder sa voiture et quelques biens de base, mais tout le reste avait disparu. La faillite resterait sur son dossier pendant 10 ans, et la reconstruction serait un processus long et humiliant. Je ne me sentais pas triomphante. J'avais gagné au sens juridique, mais j'avais perdu ma famille dans le processus. Maman a arrêté d'appeler après la condamnation. Madison a envoyé un dernier texto, « J'espère que tu es heureuse de nous avoir détruites. » Je l'ai effacé sans répondre. Que pouvais-je bien dire? Je ne les avais pas détruites. Elles s'étaient détruites elles-mêmes. Les actions ont des conséquences. Voler sa famille reste du vol. 6 mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste. L'adresse de retour était la maison de ma mère, mais l'écriture était différente, tremblante, vieille. J'ai failli la jeter sans l'ouvrir. Failli. Mais la curiosité l'a emporté. Chère Fiona, je sais que je n'ai le droit de rien te demander. Je sais que ce que j'ai fait était impardonnable, mais j'ai besoin que tu comprennes quelque chose, même si tu ne me parles plus jamais. La lettre continuait sur 3 pages. Maman expliquait comment Madison l'avait appelée en pleurant, parlant d'usurier et de menaces. Comment elle avait peint un tableau de danger et de désespoir. Comment maman avait paniqué et pris une terrible décision parce qu'elle ne pouvait pas supporter l'idée de perdre sa petite fille. Je t'ai laissé tomber, concluait la lettre. J'ai choisi Madison plutôt que toi, non pas parce que je t'aime moins, mais parce que j'ai toujours su que tu t'en sortirais. Tu es forte, capable, indépendante. Madison ne l'est pas. Elle a besoin d'aide, de soutien, de conseils constants. Je pensais être une bonne mère en protégeant l'enfant la plus faible. Je vois maintenant que je ne faisais que l'encourager dans ses travers et te trahir. Je suis désolé. Je suis si terriblement désolé. J'ai lu la lettre 3 fois, puis je l'ai mise de côté. Le truc avec les excuses, c'est qu'elles n'effacent pas le mal. Elles ne défont pas la trahison. Maman était désolée. Je le croyais. Mais désolée ne changeait pas le fait qu'elle avait commis une fraude. Désolée ne me rendait pas les mois de stress et de bataille juridique. Désolée ne réparait pas la relation que nous avions avant tout cela. 1 an après le début de tout ce gâchis, j'étais assise dans mon bureau à domicile nouvellement rénové dans la propriété de Wicker Park. J'avais décidé d'y emménager moi-même plutôt que de la louer à nouveau. Le souvenir d'étrangers vivant dans mon investissement était trop vif. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a fait décrocher. Fiona. La voix de Madison était à peine reconnaissable. Sourde, fatiguée. Madison. Je n'appelle pas pour demander quoi que ce soit, a-t-elle dit rapidement. C'est juste que je suis une thérapie. Ordonnée par le tribunal au début après la faillite, mais j'ai continué à y aller. Et mon thérapeute a dit que je devais faire amende honorable auprès des personnes que j'ai blessées. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Je suis désolée pour tout ça, a-t-elle dit. Pour la dette, pour avoir laissé maman vendre ta maison, pour m'être moqué de toi, pour chaque fois où j'ai profité de ton succès et de la complaisance de maman. Je suis désolée. D'accord, ai-je dit finalement. Je n'attends pas de pardon. Je sais que je ne le mérite pas, mais je voulais que tu saches que j'essaie de faire mieux.
J'ai trouvé un travail. Ce n'est pas glamour, juste de la vente au détail, mais c'est un travail honnête, et je me présente tous les jours. Je paie mes factures à temps. Je me reconstruis. C'est bien, Madison, ai-je dit. Je suis contente que tu remettes de l'ordre dans ta vie. Il y a eu une pause. Penses-tu? Je veux dire, un jour? Pourrions-nous peut-être parler? Pas maintenant, je sais, mais un jour. J'ai regardé autour de mon bureau, la vie que j'avais construite malgré tout. Malgré la trahison, le vol, la moquerie. J'avais survécu. J'avais gagné. Mais gagner semblait vide quand cela signifiait perdre tout le monde. Peut-être, ai-je dit. Un jour. Mais pas aujourd'hui. C'est juste, a chuchoté Madison. Merci de ne pas avoir dit jamais. Après avoir raccroché, je suis restée assise là pendant un long moment à penser à la famille, aux conséquences et à la rédemption. Maman avait fait ses choix. Madison avait fait les siens. Et j'avais fait les miens. J'avais choisi de ne pas être un paillasson, de ne pas absorber les dommages qu'elle tentait d'infliger. De ne pas laisser leur dysfonctionnement détruire ce que j'avais construit. Mais j'avais aussi choisi de ne pas pardonner. Du moins pas encore. Peut-être jamais. Certaines choses ne peuvent pas être réparées avec des excuses et une thérapie. Certaines trahisons coupent trop profondément. Et parfois, le seul choix sain est de s'éloigner des gens qui voient votre succès comme quelque chose qu'ils sont en droit de prendre. Je pense encore à ce texto du Costa Rica parfois. Gère la situation de Madison. Un message si simple. Des conséquences si catastrophiques. Si j'avais appelé immédiatement, les choses auraient-elles été différentes? Aurais-je pu arrêter la vente avant qu'elle n'ait lieu? La police aurait-elle été plus clémente avec maman si la fraude n'avait pas été achevée? La vérité est que je ne le saurais jamais. Et ressasser des cibles est inutile. La situation s'est produite. Je l'ai gérée. J'ai avancé. Ces jours-ci, je me concentre sur mon travail, mes investissements, et la reconstruction du sentiment de sécurité qui a été brisé lorsque j'ai découvert que ma maison avait été vendue sous mes pieds. Je sors occasionnellement, bien que je me retrouve instinctivement méfiante envers les gens qui pourraient vouloir quelque chose de moi. La confiance ne vient plus facilement. Ma carrière a prospéré, ironiquement. Le stress de la bataille juridique m'a fait me jeter dans le travail, et j'ai conclu 3 affaires majeures qui ont abouti à une promotion et une augmentation significative. Je suis en bonne voie pour devenir associé d'ici 2 ans. La retraite que je planifie est toujours à portée de main, peut-être même plus tôt maintenant. La maison à Wicker Park est devenue mon sanctuaire. Je l'ai rénovée à nouveau après avoir emménagé, effaçant toute trace de la brève période où des étrangers y ont vécu. Chaque pièce reflète mes goûts, mes choix, mon travail acharné. Personne ne peut me la prendre maintenant. Je m'en suis assuré. J'ai mis en place des protections supplémentaires sur tous mes actifs. Tout est verrouillé hermétiquement avec des fiducies, des LLC et des structures juridiques qu'il faudrait une armée d'avocats pour pénétrer. J'ai révoqué toutes les procurations. J'ai changé de banque, mis à jour mon testament, et je me suis assuré que personne, absolument personne, ne puisse accéder à mes actifs sans mon consentement explicite et continu. Certains diront que je suis devenu paranoïaque. Je préfère penser que j'ai appris de l'expérience. Le plus triste n'est pas l'argent, ou la bataille juridique, ou même la trahison elle-même. C'est de regarder de vieilles photos et de se souvenir d'une époque où la famille signifiait quelque chose de différent. Des vacances ensemble, des fêtes d'anniversaire, une histoire partagée, des souvenirs qui semblaient chaleureux au lieu d'être empoisonnés. Cette famille-là n'existe plus. Peut-être n'a-t-elle jamais vraiment existé. Peut-être ai-je toujours été juste la poule aux œufs d'or, valorisée pour ce que je pouvais fournir plutôt que pour qui j'étais. J'ai construit une nouvelle famille maintenant, en quelque sorte. Des amis proches du travail qui me soutiennent. Un groupe soudé de femmes de ma salle de sport qui se réunissent pour un brunch tous les dimanches. Des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation et la culpabilité. C'est différent. Mieux à certains égards, bien que l'absence de famille de sang fasse encore mal parfois, comme un membre fantôme. La semaine dernière, je suis passé devant la maison de maman en allant à un rendez-vous client. La pelouse était envahie par les herbes, la peinture s'écaillait. Elle avait l'air négligée, triste.
Je me suis demandé si elle allait bien, si elle s'en sortait avec ses obligations de mise à l'épreuve, si elle pensait jamais à ce qu'elle avait gâché. Puis j'ai continué à conduire parce que ce n'est plus mon problème. Elle a fait ses choix et maintenant elle vit avec, tout comme je vis avec les miens. Je suppose que la morale de cette histoire, s'il y en a une, est que parfois, se protéger signifie couper les ponts avec les personnes qui sont censées vous aimer le plus. Cela signifie choisir son propre bien-être plutôt que la loyauté familiale. Cela signifie accepter que certaines relations sont toxiques, même lorsqu'elles sont avec les personnes qui partagent votre ADN. Est-ce que je ferai quelque chose différemment? C'est la question que je me pose tard le soir quand le sommeil ne vient pas. La réponse est toujours la même. Non, je ne le ferai pas. J'ai protégé ce qui était à moi. J'ai tenu les gens responsables de leurs actions. J'ai refusé d'être une victime ou un paillasson. Et bien que le coût ait été élevé, l'alternative aurait été pire. Car si j'avais juste accepté, si j'étais juste passé à autre chose et que je les avais laissés s'en tirer en me volant, quel message cela aurait-il envoyé? Qu'il était acceptable de m'utiliser. Que mes limites ne signifiaient rien. Que la famille pouvait me piétiner sans conséquence. Non, j'ai fait le bon choix. Le choix difficile, mais le bon. Et si cela fait de moi la méchante dans leur histoire, qu'il en soit ainsi. Je peux vivre avec le fait d'être la méchante dans leur récit tant que je suis l'héroïne dans le mien. La maison qu'elles ont vendue n'était pas la maison qu'elles pensaient qu'elle était. Elles ont joué à un jeu sans en connaître les règles et elles ont perdu, lourdement. Parfois, je souris encore quand je pense à leur visage, quand j'ai expliqué pour la LLC, l'horreur naissante, la réalisation qu'elles avaient fait une erreur de calcul si catastrophique. Ce n'est pas un sourire bienveillant, mais j'ai fini de faire semblant d'être infiniment gentille et indulgente. J'ai fini d'être la cible facile, la responsable qui absorbe tous les dommages pour que tout le monde puisse rester confortable. J'ai juste fini. Et vous savez quoi? C'est bon. C'est plus que bon. C'est nécessaire. Certains ponts sont faits pour être brûlés. C'était l'un d'entre eux. Alors, je suis assise ici dans ma belle maison que personne ne peut me prendre. Avec ma carrière réussie et mon avenir assuré, seule, mais pas solitaire, libre, mais pas indemne. Victorieuse mais pas triomphante. C'est compliqué, désordonné, réel, mais c'est à moi.